Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Le privilège blanc, notre histoire en question, podcast en 4 épisodes. 4e épisode, la repentance, nouvel échafaud. Dans les 3 précédents épisodes, on ne peut pas dire qu'au vu de l'histoire de l'humanité, être blanc soit une fierté. Pourtant, je n'arrive pas non plus à accabler cette couleur de peau. Parce que c'est la mienne, pourriez-vous dire. Et il se peut qu'en effet, je ne désire pas me vouer aux gémonies plus que de raison. Mais voyez-vous, je suis quelqu'un qui peut être défini comme ayant roulé ma bosse. J'ai en effet beaucoup voyagé, rencontré, échangé en profondeur avec des dizaines de milliers de gens, connu le luxe et la pauvreté, le pouvoir et l'indigence. Je ne me suis jamais enfermé dans un unique monde. De ces expériences et surtout de ces rencontres, j'ai pu constater que le meilleur et le pire n'a pas de couleur de peau spécifique, de religion unique et de philosophie attitrée. Oui, l'humain est multiple, et faire des généralités est au mieux bête, au pire malsain et manipulateur. Pour comprendre les individus, il faut les aborder par un mot que vous avez peut-être déjà entendu et qui, dans la bouche des cracheurs de haine, est devenu un gros mot, l'intersectionnalité. Or, s'il est employé, peu l'explique. Et je vais donc m'atteler à cet exercice. Je m'excuse d'emblée, sachant que je ne veux pas être académique dans mon explicatif, mais de nouveau pour moi, et les raisons de mes podcasts sont de permettre à toutes et tous de s'approprier notre monde actuel et non de faire de l'exhibitionnisme en pratiquant le nanisme intellectuel. Donc, pourquoi parle-t-on d'intersectionnalité et que veut-on dire en utilisant ce mot ? Si je voulais résumer, je dirais que mettre ce mot à côté de votre prénom signifie que je vous reconnais le fait que vous êtes un être complexe, unique. En somme, vous qui m'écoutez, ce que vous êtes est une addition de facteurs, de raisons, de décisions, de réussites, de ratés, de tentatives, d'échecs, de blessures, de bonheur, de carences, de certitudes, et j'en oublie. Vous êtes la croisée de ces innombrables chemins. Vous êtes à l'intersection de toutes ces routes. Vous êtes l'intersection. Le terme intersectionnel ne veut pas dire autre chose. Vous qui m'écoutez êtes fait de ces incroyables additions d'éléments. Cela vous rend unique. Et vous vivez ainsi. Mais alors, pourquoi allons-nous chosifier l'autre, l'essentialiser, le réduire à une dimension ? Pourquoi allons-nous le simplifier, le rabaisser au point de le résumer à sa couleur de peau, son genre, sa religion, sa classe sociale et j'en passe ? Par exemple, dire que tous les pauvres sont des personnes bien car victimes du système est totalement con. Et on le sait, être pauvre n'est pas une identité, mais une appartenance. Cela va vous forger. Mais de cette position, vous pouvez, par exemple, vous comporter de manière respectueuse avec la nature ou au contraire n'en avoir rien à faire et saloper tous les coins de verdure dans lesquels vous séjournez.
Et de la même manière, être riche ne veut pas dire que vous n'avez pas conscience des autres qui souffrent de malnutrition, par exemple. Et donc vous pouvez rencontrer des gens riches qui œuvrent à changer les conditions de vie de personnes pauvres et d'autres qui préféreront passer leur fric dans l'achat de produits issus de l'esclavage moderne avec enfants dans les ateliers de confection à la clé. Ce constat rend tous et toutes responsables à un certain niveau, mais pas de tout. Et c'est cela qu'il faut aussi comprendre. Car ce que nous apprend l'intersectionnalité, c'est que de nombreux facteurs ne sont pas dus à vos choix, mais à ceux d'autres personnes, entités, États, etc. Par exemple, si vous êtes né dans une famille aisée, vous avez plus de chances d'avoir un parcours professionnel épanouissant puisque vous aurez le choix. Or, la proportion est telle que l'on ne peut plus parler de chance, mais bien de systématisme. Et hop, on retombe sur, roulement de tambour, sur le systémisme. Car oui, les reproductions de classe ont tendance à enfermer tout à chacun dans un cadre que nous avons du mal à dépasser. Et du coup, les systématiques pullulent. Mais ici, nous parlions des intersections, de nos existences et des constats qui en découlent. C'est en 1989 que la juriste et professeure nord-américaine Kimberly Williams Crenshaw proposera, développera et popularisera le concept d'intersectionnalité. Cette approche aura été préalablement, on va dire, débroussaillée dans les fins des années 70 par, entre autres, la sociologue française Danielle Kergoat, qui préférera, elle, le terme consubstantiel. Quel que soit le terme utilisé, il démontre les mécanismes à l'œuvre influençant les existences de toutes et tous et des hiérarchies sociales parfois silencieuses allant même jusqu'à définir notre propre santé physique. Alors oui, et ce n'est ni dévalorisant, ni grossier, ni laxiste, il est plus simple pour un nombre hallucinant de facteurs d'être blanc dans nos sociétés. Et pourtant cela ne nous rendra ni riches, ni heureux, ni épanouis, ni en bonne santé. Car de la famille hommes et femmes blancs, il y a ensuite tout un dégradé d'interactions et facteurs qui vont structurer votre existence. Cependant, oui, on peut le dire, être blanc offre beaucoup de privilèges. Et le premier est celui de ne pas avoir à se définir par notre couleur de peau. Ceci est souvent formulé et on peut avoir un peu de mal à comprendre ce que cela veut dire dans notre vie de tous les jours. Par exemple, quand des gens racisés parlent de leurs ressentis, on va dire en France, ils et elles formulent en général les limites que leur impose leur couleur de peau non blanche. Limites, mais aussi blocage, humiliation, douleur, etc. Pour que vous visualisiez mieux, que vous compreniez, par un vécu assez partagé par tous, nous allons comparer la couleur de la peau à nos vêtements. Alors, visualisez-vous habillé d'une manière que vous aimez, d'une manière qui vous fait dire, passant devant un miroir, que c'est très vous. Bien, vous avez l'image. Maintenant, nous allons mettre 3 tailles en dessous de la vôtre. Le pantalon ou la jupe ou la robe, ça ne ferme plus. Vous ne pouvez plus marcher normalement. Maintenant, c'est votre haut qui se réduit. Vous devenez ridicule. Vous avez honte. Certains se moquent de vous. D'autres vous regardent de manière libidineuse puisqu'on voit votre peau. Il et elle vous regardent maintenant comme un objet sexuel. Puis, ce sont vos chaussures qui viennent de perdre de taille. Vos pieds sont douloureux, vous ne pouvez plus marcher, vous êtes obligé de vous mettre pieds nus. Ce petit exercice
d'imagination vous montre que la couleur de peau fait agir son porteur de manière différente. Et le monde autour de lui aussi interagira différemment. Dans ces problèmes de vêtements, tout y est. La honte, la culpabilité, la douleur, les comportements inappropriés, la chosification d'objets sexuels en générateur de problèmes, et j'en passe. Pourtant, je me dois de vous poser cette question. En quoi la couleur de peau différente d'un autre être humain impacte votre existence? Alors, si vous écoutez toute la journée les médias qui vous parlent d'un problème migratoire, le mot problème devant être prononcé de manière pagnolesque, vous savez, problème, pour gonfler les poitrails de croisés en carton et d'éditorialistes en carton eux aussi. Je vais même aller plus loin. Allez, on va dire que c'est vrai. Les banlieues, alors on ne sait pas trop lesquels, ou plutôt toujours les mêmes, sont désignés, sont des territoires perdus de la République aux mains de trafiquants et des imams intégristes. Ça va, j'ai tout bon dans ma description répétée en boucle dans les médias. Donc, on va dire que, ok, ça existe, et que c'est un problème. Oui, mais en quoi cela impacte vos vies? Celle de ceux vivant dans ces banlieues ou autour, ok. Mais pour les autres, en gros 95% des Français, est-ce les banlieues qui vous ont fait perdre votre emploi? Est-ce une racaille qui fait que vous n'avez pas assez pour boucler votre fin de mois? Est-ce un musulman qui vous empêche d'être augmenté pour votre salaire? Est-ce des narcotrafiquants qui sont venus fermer les commerces de centre-ville dans vos villes? Est-ce les non-blancs qui pourrissent votre vie, au point de vous demander pourquoi vous êtes marié ou avez des enfants ou n'avez pas eu d'enfants, ne vous êtes pas marié, avez choisi cette filière professionnelle, vivez en ville, vivez à la campagne et que sais-je. Ceci est comme la honteuse tentative de faire passer les gens subissant le racisme au quotidien pour des gens comme les autres, puisqu'il y aurait du racisme anti-blanc. J'espère qu'après ces 4 épisodes, vous comprenez mieux l'arnaque qu'est cette tentative d'appropriation. Car oui, je le redis, il y a des connards et des connasses partout. Et que des Noirs asiatiques, arabes, peuples premiers et autres puissent vous traiter un jour de sale blanc, mais c'est possible. Mais pour autant, la société dans laquelle nous vivons est en fait par et pour les blancs. Cette triste mésaventure reste un cas. Certes, peut-être le vôtre et celui de certains et certaines, mais pas un système, pas une construction de société qui hiérarchise le blanc en haut et les autres en dessous. Mais alors, avec ce constat, dois-je me fouetter H24, donner tout ce que j'ai à un inconnu dans la rue car noir? Dois-je vivre dans la honte perpétuelle? Ces questions ne sont pas si ridicules, puisque ce sont leurs biais. C'est sur ces biais-là que jouent les marchands de peur et de haine. Dire que, bien sûr que non, on n'a pas à se mortifier jour et nuit car nous sommes de méchants vilains petits blancs. Et la vérité. Pourtant, beaucoup de gens n'arrivent pas à entendre ce discours de raison et se replient dans la peur et dans la haine. Doit-on se moquer ou les condamner? On pourrait parfois même dire qu'ils nous donnent une envie répressible de les secouer, de leur crier « Réveille-toi ! Non, ton voisin noir ne veut pas te violer, ta voisine arabe n'a pas l'intention de te voler. » Mais face au tsunami de fausses informations qui se déversent jour et nuit, qui peut dire que nous non plus, un jour, nous ne pourrions pas basculer sur un sujet
Et ce simple fait nous oblige à une pédagogie nécessaire. Noir, blanc, brun, rouge, jaune, bleu, mince, musclé, gros, maigre, replet, grand, petit, moyen, mini, immense, moche, beau, bizarre, joli, canon, quelconque. Hétéro, homo, lesbo, bipam, asexuel, riche, pauvre, classe, moyen, espeureux, milliardaire, intelligent, idiote, pis stupide, malin, de l'appartenance à l'identité. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. L'appartenance n'est pas l'identité. 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 Vous venez d'écouter Appartenance. Alors parlons vrai, parlons cash, parlons de manière scientifique, c'est-à-dire prouvée, et donc n'étant pas une opinion. Annoncer clairement que nous ne sommes plus dans l'opinion, c'est faire un pacte. J'entends tes doutes et les opinions diverses qui peuvent aller avec. Et pour t'aider à voir clair, afin que nous puissions avancer et que tu ailles mieux, voici des faits prouvés. Ils peuvent ne pas te plaire, mais le monde, la société, n'existe pas pour te plaire. Ils existent, vivent, progressent sans ton consentement. Alors pour ne pas te retrouver perdu, isolé, sans défense, intègre ces faits et utilise ton énergie pour soit les dépasser, soit les intégrer, mais t'épuiser à te dire que toi, tu penses différemment qu'eux, ne t'aidera pas et surtout ne sert à rien. Ils sont des faits, pas des opinions. Maintenant que ceci est dit, commençons par une série de faits qui vont sûrement faire grincer des dents certains. Mais que voulez-vous? Le principe de réalité qui se rappelle à vous est souvent un élastique qui nous revient au visage. En France, 90% des OQTF n'ont commis aucun délit. Souvent, la seule raison qui les place sous OQTF est un problème dû à des questions uniquement administratives.
les mettant d'ailleurs dans une interdiction de travailler, ni même de se loger. Or, malgré cela, ils ont réussi à venir dans notre pays, avec tous les dangers qu'ils ont affrontés pour cela. Et pourtant, même dans cette situation intenable, encore 90% d'entre eux ne feront aucune infraction à la loi. Donc 90% des OQTF ne commettront aucun, je dis bien aucun délit. Or, pour 90% d'entre eux, l'administration ne pourra mettre à exécution l'OQTF. Cela plonge ces migrants dans un triangle des Bermudes désastreux, car ne pouvant ni être régularisés ni expulsés, sachant que nous accueillons beaucoup moins de migrants que nos voisins et que nous délivrons 3 à 4 fois plus d'OQTF que ces mêmes voisins, Italie, Espagne, Allemagne. Et ces étrangers pour notre patrie, ils représentent quoi? À nouveau des chiffres concrets. Eh bien, par exemple, 15% de nos ingénieurs en informatique, 17% de nos médecins spécialistes sont diplômés hors de France. 10% des médecins spécialistes viennent du monde arabe. Sans eux, les hôpitaux publics s'arrêtent. 22% des cuisiniers sont étrangers. Et cela monte à plus de 50% en Île-de-France. Sans eux, les restaurants ferment. Et qui construit nos routes, nos immeubles? Et qui les rénove? Des étrangers. On monte à plus de 60% en Île-de-France. Et on est en moyenne entre 20 et plutôt 30% dans le reste de notre pays. Et je ne parle pas des métiers de l'entretien, de la propreté, mais aussi les aides à la personne dont on a tant besoin, etc. Sans étrangers, la France ne marche plus. Pire, dans les 5 à 10 ans, écoutez-moi bien, on va commencer des concurrences entre pays européens sur les venues d'étrangers sur nos territoires. Vous entendez bien, on va se tirer la bourre sur le nombre, les spécialisations, même les ethnies, acceptant de venir s'installer chez nous. D'ailleurs, Madame Meloni, qui dirige l'Italie, qu'on ne peut pas taxer de gauchisme, en juillet 2025, a ouvert massivement les portes à des travailleurs étrangers. Vous savez de combien? 500 000. Oui, 500 000. Donc, ce qu'il faut retenir, non, nous ne sommes pas envahis. Et en plus, on expulse plus que dans les autres pays. Et accueillons moins bien le peu arrivant. Et le tout de manière contre-productive pour l'avenir de la France. Cela va sûrement en excéder certains, mais sauf que c'est la réalité et non une opinion. Alors pourquoi cette sensation, entre guillemets, qu'il y en a plus? Simplement, il est un fait sociologique qui se répète. Quand une classe sociale monte dans la hiérarchie des classes sociales présentes dans le territoire, elle se montre plus, elle devient plus visible. Pour faire simple, par exemple, les Maghrébins ont pendant plusieurs générations été dans des classes sociales très basses, côtoyant la pauvreté, la précarité et l'absence de possibilité d'accès à la consommation et à la vie citadine. En somme, regroupés dans des quartiers, ce que l'on nomme des ghettos, on ne les voyait pas. Puis, génération après génération, les enfants ont grandi, ils ont eu accès à d'autres emplois, leur permettant une meilleure vie. Du coup, ils viennent dans les centres-villes, dans les commerces, les lieux de loisirs, etc. Ces gens que vous considérez comme des venus d'ailleurs, vous envahir, sont en fait français depuis plusieurs générations, et ont été les bras et les jambes qui ont permis de faire avancer notre pays. Vous confondez donc immigration avec visibilité. Autre fait, si je vous dis seulement 7 établissements d'enseignement privés sur les 7500 que compte la France ont été contrôlés ces 6 dernières années. Pas beaucoup, Or,
Si on prend l'exemple du lycée Averroès qui a défrayé les chroniques il y a quelque temps, ce n'est pas moins, tenez-vous bien, de 14 contrôles par différents services de l'État en quelques années. L'éducation, mais aussi la préfecture, mais aussi la Cour des comptes. Bon, il y a à peine une quinzaine d'établissements en France rattachés au réseau musulman, contre 7500 qui sont, eux, rattachés au réseau très majoritairement catholique, mais il y a aussi ceux juifs, protestants et d'autres encore. Or, le réseau musulman dont on parle tant est le plus petit en nombre d'établissements d'enseignement privé sous contrat en France. Et pourtant, il concentre sur eux tous les moyens pour les contrôles d'établissement. Or, depuis Betaram, et Betaram, c'est l'arbre qui cache la forêt, et déjà d'autres scandales sortent ailleurs. Depuis Betaram, on sait que la sécurité des enfants est un sujet, pour ne pas dire un problème, dans tout style d'établissement. En concentrant de manière arbitraire, pour ne pas dire raciste, tous les moyens de contrôle sur les établissements musulmans, on laisse des prédateurs s'attaquer ailleurs aux enfants. Et pourquoi le fait-on? Eh bien, pour s'acheter la paix sociale. Oui, la paix sociale. Les bonnes gens. Voyons qu'on emmerde les Arabes, les musulmans de service. Ils n'iront pas reprocher au pouvoir public ce sur quoi ils ferment les yeux. Je vais être choquant, mais je l'assume. Pour résumer, le racisme dans notre pays est le meilleur allié des prédateurs sexuels. Cela ne vous fait-il pas poser des questions? Au fait, les homicides ont continuellement baissé en France depuis le Moyen-Âge et depuis les années 90, je dis bien 90, les homicides ont été divisés par 2 à 2,5. Nous en sommes à peu près 1000 homicides par an. Et attention, attachez-vous à vos fauteuils, surtout si pour vous les assassins sont majoritairement les méchants métèques venus de pays barbares avec des OQTF. La majorité de ces homicides, c'est-à-dire meurtres, nous sommes d'accord, sont de Français envers des Français. Mieux, les homicides ont baissé alors que l'immigration augmentait. Immigration surévaluée par son importance. Or, la plupart des partis et médias faisant commerce de la peur des gens font une corrélation entre immigration et insécurité. Ces chiffres sont ceux du ministère de l'Intérieur. Allez-vous me dire que M. Darmanin ou M. Retailleau sont devenus de dangereux islamo-gauchistes? Et face à cela, on va s'émouvoir, réagir, comme si on nous insultait, voire arrachait un membre, lorsque des gens de notre pays nous demandent de déboulonner certaines statues. Vous vous souvenez du premier épisode de ce podcast, la controverse de Valladolid? Cela ne vous pose pas question, justement, notre réaction délirante quant à des gens dont les ancêtres ont été vendus comme du bétail, veulent que des statues honorant des gens ayant fait fortune, par exemple avec la traite négrière, soient retirées. Les commentateurs, voulant faire réagir, vont parler de cancel culture. Or, à nouveau, on vous berne, car ce qui est demandé dans le déboulonnage de ces statues n'est pas de les faire disparaître des livres d'histoire, mais de ne plus les honorer. D'ailleurs, j'ai souvenir que le 9 avril 2003, les Occidentaux, dont nous, ont hurlé de joie, dansé dans leur salon, lorsque les chaînes de TV montraient le déboulonnage des statues de Saddam Hussein. Mais voilà, il n'était pas blanc. Vous touchez du doigt ce que veut dire et engendre le privilège blanc. Pourtant, ce que je vais vous dire est abyssal. Dans l'horreur,
Vous savez qu'on recense plus de 400 millions de morts dans la traite négrière. Et pour vous donner un point de référence, un pays comme la Belgique, sous le règne du roi Léopold II, dans le territoire de ses colonies, a vu plus de 10 millions d'Africains assassinés. Je vous laisse imaginer dans celles de France, d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Non, il n'était ni bon ni beau le temps des colonies. Pour conclure ce podcast, je vais être franc. Bien entendu que ce que j'ai pu dire au cours de ces 4 épisodes ne fut pas facile, et en premier lieu pour moi, je suis comme la majorité d'entre nous, un bon gros blanc. La photo de moi que j'ai créée pour ce podcast n'est pas neutre pour les peuples que nous avons esclavagisés, mais elle est aussi une interrogation intime pour ma part. Voyez-vous, dans mon enfance, j'adorais aller chez mes grands-parents paternels. Celle qui officiait dans le rôle de ma grand-mère, rôle car il s'avéra que nous n'avions pas le même sang, et j'appris même plus tard qu'à cette époque, même pour l'état civil, elle n'était pas ma grand-mère, puisque mes grands-parents nous avaient cachés vifs depuis 50 ans en concubinage. Or, cette grand-mère ô combien extraordinaire passait de longs moments à me narrer ses aventures de jeunesse dans la première vingtaine de 1900. Elle s'était mariée avec un ambassadeur belge en poste en Afrique. Elle me contait son Afrique, sa savane et sa domesticité, ses boys. Nom donné aux esclaves noirs, le nom esclave créant une gêne, mais pas l'asservissement de ces peuples. La magie des mots avait gommé en un trait la réalité. Je partais en d'incroyables aventures avant de m'endormir, mes oreilles et mon cerveau encore pleins de ces descriptions. Mais voilà, je grandis et rapidement, pendant mon adolescence, la conscience de ce que voulaient dire ces aventures ne pouvait me permettre de faire l'impasse sur son rôle là-bas. Sœur Petu. Mais quel est le curseur pour une vie noire? Parce que, noir, et moi, blanc, dois-je relativiser ce qu'ont duré ces boys? J'ai enfoui au plus profond de moi les frissons de bonheur que me donnaient ces narrations. J'ai voulu oublier que l'enfant que je fus applaudi à ces safaris, ces rodomontades envers un personnel obligatoirement indolent. J'ai voyagé dans le monde entier et pourtant j'ai mis 40 ans pour trouver la force d'aller en Afrique. Puis, je me suis rendu à l'évidence que le monstre qu'avait pu être ma grand-mère n'avait que peu d'importance pour l'enfant que je fus et au souvenir que j'ai d'elle maintenant, que j'ai dépassé le demi-siècle. Ne me reconnaissant dans aucune religion du livre, je n'aime pas le mot repentance, car il peut vouloir exprimer, en plus du moralisme, une prise de conscience, une conversion par la force. Nous n'avons pas à nous excuser de ce que nos lointains ou proches ancêtres ont pu faire, mais en être conscients. Conscients que ce monde est forgé pour les Blancs. Mais être conscient n'apporte que peu de conséquences si on ne joint pas le geste à la pensée. Et c'est ici la chose la plus difficile à faire. Difficile mais pas impossible. Je prendrai une dernière image, vous savez, celle de tenir la porte pour la personne suivante et qu'elle ne la prenne pas dans la poire. Il est de notre devoir, mais aussi de notre intérêt, de notre humanité de changer un peu plus chaque jour, non pas pour se faire rouler dessus par le reste de l'humanité, mais lui tenir la porte ouverte et arrêter de lui la fermer à double tour. Et si votre ego a besoin de stimuli pour être un moteur dans cette évolution de vos comportements, n'oubliez pas que l'orgueil
peuple et d'évoluer par rapport à ses ancêtres. Effacer le mot privilège va devenir la fierté ou la honte de nos devenirs. Cela ne tient qu'à nous, et cela, je vous le dis. Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter La Repentance, nouvel échafaud, 4e épisode de Le privilège blanc, notre histoire en question. Podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les liker, partager et d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent d'Oliveira pour la photo originale. Montage photo grâce au logiciel Banana et Imagen. Vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, Agen et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Ndong. Interlude musical, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais et le logiciel Suno, interprétation par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.